On le sait, la semaine passée, le Canadien qui a fait énormément réagir en rappelant Jacob Fowler du Rocket de Laval pour épauler Samuel Montembeault et Jakub Dobeš devant le filet du Canadien. On était tous excités de voir à quel point il était prêt pour ce défi-là. A commencé à Pittsburgh comme Carey Price, Ken Dryden, Patrick Roy l'avaient fait. On a commencé avec une belle victoire sur la route. J'étais très content de ce résultat-là. Et hier, il était contre les Flyers de Philadelphie. Un match peut-être un peu plus compliqué pour lui. Faut dire par contre que c'est pas seulement sa faute, là. Des revirements, une équipe encore inconstante. Le Canadien qui a eu également de la difficulté dans un autre départ de Fowler à New York alors qu'on avait une avance. Le Canadien qui s'est écroulé samedi au Madison Square Garden. Moi, ce que je retiens du Canadien, c'est justement ça le problème. C'est l'inconstance de cette équipe-là. On a vu un écroulement face aux Rangers, on va chercher un petit point. Le lendemain, face aux Oilers d'Edmonton de Connor McDavid, on a contenu le meilleur joueur au monde de manière exemplaire avec Mike Matheson qui a joué des minutes de très gros moments, dans des moments clés en fin de match. Et Matheson qui était absent hier, ça le fait mal. On est déjà privé de Caden Goulet en défensive. Et on le voit, encore une performance un peu tiède au Centre Bell. Le Canadien qui a beaucoup de difficultés à la maison à sortir vraiment fort dans les matchs. Puis on le voit et j'espère qu'on va mieux jouer dans les deux prochains matchs à la maison face aux Blackhawks de Chicago jeudi, sans Connor Bedard d'ailleurs, qui est blessé jusqu'au début du mois de janvier. Et on aura une série aller-retour en fin de semaine face aux Pingouins de Pittsburgh, encore une fois, samedi à Montréal, dimanche à Pittsburgh. Et le match à Pittsburgh sera le premier du voyage annuel de 7 matchs du Canadien dans le temps des fêtes sur la route. Et hier, on a été estomaqué d'apprendre que Samuel Montembeault était retourné, oui, avec le Rocket de Laval pour conditionnement physique. J'ai été surpris, il faut dire que depuis l'arrivée de Fowler, on se doute que quelque chose trame en arrière de ça. Quel est l'avenir de Sam à Montréal? Ça, les prochains mois vont le dire. Je pense toujours que son avenir est ici et que peut-être, à un moment donné, Jacob Fowler va retourner à Laval. Mais pour l'instant, j'ai de la misère à voir où est la place de Sam parce que tant que Fowler va jouer bien comme il le fait en ce moment quand même, et que Jakub Dobeš va faire des performances comme il le fait face aux Oilers, ça va être compliqué de redonner à Montembeault une chance de jouer un match stratégique, peut-être dans des fêtes, mais clairement que son prochain départ dans la Ligue nationale sera important et crucial pour sa confiance et son avenir à court terme en tout cas avec le Canadien. C'est ce soir que Donald Trump fera son discours de bilan, oui, de fin d'année aux États-Unis. Un bilan qu'il dit positif, malgré que c'est dur à croire qu'il puisse trouver ça positif, mais oui, avec un taux de chômage de 4,6% aux États-Unis, qui est le plus élevé dans les 4 dernières années, ce qui est quand même très significatif. Pour des États-Unis où l'économie est en grande difficulté présentement, les tarifs douaniers qui font mal à l'économie mondiale ne font pas seulement mal au Canada et aux autres pays, mais font bel et bien mal au peuple américain lui-même. Également, on parle de taux de chômage. Il faut dire que les Américains, dont Donald Trump, ont coupé beaucoup dans les fonctionnaires, ce qui n'est pas une mauvaise chose d'ailleurs à la base. Le problème de ça, c'est qu'il a peut-être trop coupé. Et on s'entend, j'ai bien hâte de voir en 2026 ce qu'il fera, parce qu'il est déjà dans des controverses. Jeffrey Epstein, l'histoire au Venezuela également, qui est omniprésente présentement. On sait qu'il y a tuer des narcotrafiquants sans raison valable, sans preuve, à part qu'il a dit lui-même qu'il transportait de la drogue. Mais du côté des Américains, c'est controverse parmi controverses dans sa première année de deuxième mandat. Et pas seulement lui, son parti en général. Pat Bundy, qui est elle qui s'occupe de la justice, fait un travail très discutable présentement. Pete Hegseth, qui lui s'occupe de l'armée, et dans des controverses au niveau des frappes, au niveau de sa dureté ferme, peut-être un peu trop dans les temps modernes aux États-Unis. Et J.D. Vance, qui est le co-président, qui lui est toujours aussi également dans des commentaires un peu spéciaux à propos de l'immigration. Alors, il y a vraiment une histoire un peu spéciale aux États-Unis présentement par rapport à la première année
de Donald Trump. Et Suzy Wise, qui est une des hauts placés également du Parti républicain, a avoué dans une entrevue que M. Trump avait la personnalité d'un alcoolique. Oui, d'un alcoolique. Et ça, c'est spécial parce que, premièrement, M. Trump ne boit pas. Mais elle expliquait en disant que Donald Trump, en voulant dire qu'il se croit tout permis. C'est quelqu'un qui pense qu'il a le droit de tout faire. Puis on le voit d'ailleurs dans ses politiques, dans la façon qu'il agit. J'ai hâte de voir la deuxième année du mandat de Donald Trump. Il a quand même réglé quelques choses importantes, a aidé à régler la guerre en Israël et le Hamas, à souffler les tensions, tente de trouver une solution entre la Russie et l'Ukraine, où on serait pas si loin que ça d'une entente. Mais d'avoir un mandat ultra positif et un peu trop positif selon moi. Je dirais que c'est un mandat mitigé qu'il a présentement dans sa première année. A fait certaines bonnes choses, mais malheureusement, ses mauvaises décisions sont plus importantes que ses bonnes. Donc, on verra dans la deuxième année s'il sera capable de retourner dans les bonnes grâces de l'opinion publique dans une année où les élections de mi-mandat pourraient affaiblir le pouvoir du Parti républicain aux États-Unis. Est-ce que ça pourrait être la fin des pay-per-view conventionnels au Canada? Et je vous explique ce que je veux dire par les pay-per-view conventionnels. Rappelez-vous, à la fin de l'été ou au début de l'automne, l'UFC, qui est l'organisation d'arts martiaux mixtes la plus puissante sur la planète présentement, avait annoncé un accord exclusif de Paramount Plus aux États-Unis pour diffuser tous les galas de l'UFC, dont les galas numérotés qui étaient historiquement payants. Et quand je dis payant, on parlait vraiment cher, là, 70 à 80 dollars. Et bien maintenant, ces galas payants-là seront inclus dans l'abonnement Paramount Plus aux États-Unis. Donc, au lieu de payer 70 dollars, vous allez payer aux États-Unis 15 dollars par mois pour avoir tous les galas de l'UFC. Et au Canada, on sait que présentement, c'est Rogers Sportsnet qui a l'UFC. D'ailleurs, je suis très loin d'être un fan de Sportsnet. Je trouve que sa couverture de la LNH au Canada en streaming est totalement terrible pour les standards actuels de 2025. Aucune modernisation, pas de flux alternatif comme nos amis américains avec ESPN+. Mais tout ça pour vous dire que Sportsnet détient les droits de l'UFC au Canada. Par contre, ne détient pas les droits exclusifs. Et on voit dans les dernières semaines que l'UFC Fight Pass, qui est la plateforme de streaming de l'UFC au Canada officielle, qui vend les UFC payants, entre autres en streaming, eh bien, ne les affiche plus présentement pour le début de l'année 2026, même si les dates sont déjà annoncées, et ne montre pas une interface comme à l'habitude, ce qui pourrait présager sans grandes annonces majeures, parce que le Canada n'est pas un marché prioritaire nécessairement pour l'UFC, mais qui pourrait démontrer que les UFC payants, ou je dis UFC, mais même les cartes en général de boxe et autres payantes, vont être de plus en plus abolies et seront de plus en plus inclus dans des abonnements à part. Donc, vous allez vous abonner, exemple, à Amazon Prime Video ou à Paramount ou à autres à un prix de l'abonnement principal et vous allez avoir tout l'UFC probablement dans cet abonnement-là. C'est déjà le cas aux États-Unis, mais il faut comprendre que l'UFC, c'est une entreprise logique comparativement à la LNH qui fait des antipodes entre son marché canadien, américain et international. C'est drôle, hein, le Canada, on est le pays numéro 1 pour le hockey et on est le pire pays en diffusion de la LNH. Le pire est de loin. Honnêtement, quand on dit que la LNH, des fois, nous sous-estime le Canada ou nous démontre pas une appréciation valable, c'est le cas ici. Une expérience de streaming qui a plus l'air des années 2010 que des années 2026. Eh bien, pour l'UFC, on va changer de modèle aux États-Unis. Et cela, malgré que je n'ai pas de confirmation à donner aujourd'hui, va probablement influencer le Canada en 2026. Je suis pas en train de vous dire que les galas pay-per-view n'existeront plus au Canada en 2026, mais je serais pas surpris que les prix soient beaucoup moins chers et que les plateformes de streaming comme Amazon Prime Video, entre autres, prennent une grande partie de la plupart des galas UFC en streaming. Et ça n'empêchera pas Rogers de continuer d'ailleurs sa distribution
et diffusion à la télé linéaire, car c'est pas le même principe de diffusion. Donc, on le sent que l'UFC prépare quelque chose au Canada pour 2026. On pourra en reparler dans les prochaines semaines, car les confirmations comparativement à la LNH qui vont niaiser jusqu'en avril-mai avant de lui donner des informations sur 2027-2027. L'UFC commence un nouveau cycle dès janvier, donc dans les 2 prochaines semaines, on devrait avoir une confirmation si l'UFC inclut le Canada dans sa transformation numérique.